Saint-Denis. Les flammes de centaines de cierges disposées en buisson autour des piliers projetaient leurs lueurs mouvantes sur les tombeaux des rois. Les longs gisants de pierre semblaient parcourus de frémissements, comme en rêve, et l'on eût dit une armée de chevaliers endormis par magie au milieu d'une forêt en feu. Dans la basilique de Saint-Denis, nécropole royale, la cour assistait à l'ensevelissement de Philippe le Bel. Faisant face à la nouvelle tombe, toute la tribu capétienne, en vêtements sombres et somptueux, se tenait alignée dans la nef centrale. Princes du sang, pères laïcs, pères ecclésiastiques, membres du conseil étroit, grands aumôniers, connétables, dignitaires. Accompagné de 5 officiers de l'autel, le souverain maître de la maison du roi s'avança d'un pas solennel au bord du caveau où le cercueil était déjà descendu. Il jeta dans la fosse le bâton sculpté qui était l'insigne de sa charge et prononça la formule qui marquait officiellement le passage d'un règne à l'autre. « Le roi est mort, vive le roi !» L'assistance aussitôt répéta « Le roi est mort, vive le roi !» Et ce cri de 100 poitrines répercuté de travée en travée, d'ogive en ogive, alla rouler longuement dans les hauteurs des voûtes. Le prince aux yeux fuyants, aux épaules étroites et à la poitrine creuse, qui en cette minute devenait le roi de France, éprouva une étrange sensation dans la nuque, comme si les étoiles venaient d'y éclater. L'angoisse le saisit, au point qu'il craignit de tomber en défaillance. À sa droite, ses 2 frères, Philippe, comte de Poitiers, et Charles, qui n'avait pas encore d'apanage, regardaient intensément la tombe. À sa gauche se tenaient ses 2 oncles, le comte de Valois et le comte d'Évreux, 2 hommes de forte carrure. Le premier avait franchi la quarantaine, le second en approchait. Le comte d'Évreux était assailli d'images anciennes. Il y a 29 ans, nous étions 3 fils, nous aussi, à cette même place, devant la fosse de notre père. Et voilà maintenant que le premier de nous s'en va. La vie est déjà passée. Son regard se posa sur le gisant immédiatement voisin, qui était celui du roi Philippe III. « Père, pria intensément Louis d'Évreux, accueillez dans l'autre royaume mon frère Philippe, car il vous a bien succédé. » Plus loin se trouvait la tombe de Saint-Louis et les lourdes effigies des grands ancêtres. De l'autre côté de la nef, on apercevait les espaces vides, qui s'ouvriraient un jour pour le jeune homme, 10e à porter le nom de Louis, qui accédait au trône, et après lui, règne après règne, pour tous les rois futurs. Il y a de la place encore pour beaucoup de siècles, pensa Louis d'Évreux. Monseigneur de Valois, les bras croisés, le menton haut, observait toute chose et veillait à ce que la cérémonie se déroulât comme elle devait. « Le roi est mort, vive le roi !» 5 fois encore le cri retentit à travers la basilique, à mesure que défilaient, jetant leurs bâtons de fonction, les maîtres de l'autel. Le dernier bâton rebondit sur le cercueil, et le silence tomba. Louis X fut pris à ce moment d'un violent accès de toux qu'il ne put, quelque effort qu'il fit, dominer. Un flux de sang lui vint aux joues, et il demeura une bonne minute secoué par sa quinte, comme s'il allait cracher l'âme devant la tombe de son père. Les assistants se regardèrent, les mitres se penchèrent vers les mitres et les couronnes vers les couronnes. Il y eut des chuchotements d'inquiétude et de pitié. Chacun pensait « Et si celui-là aussi mourait dans quelques semaines ?» Parmi les pères laïcs, la puissante comtesse Mao d'Artois, haute, large, coupe rosée, observait son neveu Robert dont les mâchoires émergeaient au-dessus de tous les fronts. Elle se demandait pourquoi la veille il était arrivé à Notre-Dame au beau milieu de l'office funèbre, la barbe pas rasée et crottée jusqu'aux reins. D'où venait-il? Qu'était-il allé faire? Dès que Robert apparaissait, il y avait de l'intrigue dans l'air. Il semblait fort en cours ces temps-ci, ce qui ne laissait pas d'inquiéter Mao, elle-même tenue en défaveur depuis que ses 2 filles étaient enfermées l'une à Dourdan, l'autre à Château-Gaillard. Entouré des légistes du conseil, Enguerrand de Marigny, coadjuteur du souverain qu'on enterrait, portait un deuil de prince. Marigny était de ces rares hommes qui peuvent avoir la certitude d'être entrés en leur vivant dans l'histoire, paroles qu'ils l'ont faite. « Sire Philippe, mon roi, songeait-il en s'adressant au cercueil. Tant de journées où nous avons travaillé côte à côte, nous pensions de même en toutes choses, nous avons commis des erreurs, nous les avons corrigées. Dans vos derniers jours, vous vous êtes un peu éloigné de moi parce que votre esprit était affaibli et que les envieux cherchaient à nous séparer. Je vais être tout seul à l'ouvrage maintenant. Je vous jure de bien défendre ce que nous avons accompli ensemble. »
Il fallait à Marigny se représenter sa prodigieuse carrière, considérer d'où il était parti et où il était parvenu, pour mesurer en cet instant sa puissance à la fois et sa solitude. L'œuvre de gouverner n'est jamais achevée, se disait-il. Il y avait de la ferveur chez ce grand politique, et vraiment, il pensait au royaume comme un second roi. L'abbé de Saint-Denis, Égidius de Chambly, à genoux au bord de la fosse, traça un dernier signe de croix, puis se releva, et 6 moines poussèrent la lourde pierre plate qui devait fermer le tombeau. Plus jamais Louis de Navarre, à présent Louis X, n'entendrait la terrible voix de son père lui dire pendant les conseils « Taisez-vous, Louis ». Mais loin d'être délivré, il éprouvait une faiblesse panique. Il sursauta parce que l'on prononçait à côté de lui « Allez, Louis ». C'était Charles de Valois qui l'invitait à avancer. Louis X se tourna vers son oncle et murmura « Vous l'avez vu devenir roi ? Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il dit ?» « Il a pris sa charge d'un coup », répondit Charles de Valois. Et il avait 18 ans, 7 ans de moins que moi, pensa Louis X. Tous les regards étaient arrêtés sur lui. Il eut à fournir un effort pour marcher. À sa suite, la tribu capétienne, princes, pairs, barons, prélats, dignitaires, entre les buissons de cierges et les gisants de rois, traversa la sépulture de famille. Les moines de Saint-Denis fermaient le cortège, les mains dans les manches et chantant un psaume. On passa ainsi de la basilique dans la salle capitulaire de l'abbaye, où était servi le repas qui clôturait les funérailles. « Sire, dit l'abbé Égidius, nous ferons désormais 2 prières, l'une pour le roi que Dieu nous a pris, l'autre pour celui qu'il nous donne. »« Je vous en remercie, mon père, » dit Louis X d'une voix mal assurée. Puis il s'assit avec un soupir de lassitude et demanda aussitôt un gobelet d'eau qu'il vida d'un trait. Durant tout le repas, il resta silencieux. Il se sentait fiévreux, fourbu d'âme et de corps. « Il faut être robuste pour être roi, » disait autrefois Philippe le Bel à ses fils, lorsque ceux-ci rechignaient aux exercices équestres ou à l'apprentissage des armes. « Il faut être robuste pour être roi », se répétait Louis X, en ce premier moment de son règne. Chez lui, la fatigue engendrait l'irritation, et il pensait avec humeur que celui qui héritait d'un trône eût bien dû hériter aussi la force de s'y tenir droit. De fait, ce que le cérémonial exigeait du souverain pour son entrée en fonction était proprement accablant. Louis, après avoir assisté à l'agonie de son père, avait eu à prendre ses repas pendant 2 jours auprès du cadavre embaumé. En effet, le principe royal ne souffrant ni chevauchement ni césure dans son incarnation, le roi mort était supposé régner jusqu'à son ensevelissement, et son successeur, à côté de sa dépouille, mangeait en quelque sorte pour lui, à sa place. Plus encore que la présence de la grande forme cireuse, vidée de ses entrailles et revêtue des vêtements d'apparat, avait été pénible pour Louis la vue du cœur de son père, placé près de la couche funéraire dans un coffret de cristal et de bronze doré. Chacun qui voyait ce cœur, les artères tranchées à ras derrière la vitre, demeurait stupéfait de sa petitesse. Un cœur d'enfant ou d'oiseau, murmuraient les visiteurs, et l'on avait peine à croire qu'un si minuscule viscère eût animé un si terrible monarque. Puis s'était effectué le transport du corps par voie d'eau de Fontainebleau à Paris. Puis, dans la capitale même, s'étaient succédés chevauchées, veilles, offices religieux et processions interminables, tout cela par un affreux temps d'hiver où l'on pataugeait dans la boue glacée, où un vent sournois vous coupait la poitrine, où une mauvaise petite neige vous giflait le visage. Louis X enviait son oncle Valois, qui, constamment à ses côtés, décidant de tout, tranchant des problèmes de préséance, infatigable, volontaire, semblait, lui, avoir des nerfs de roi. Déjà, parlant à l'abbé Égidius, Valois commençait à s'inquiéter du sacre de Louis, qui prendrait place l'été suivant. Car l'abbaye de Saint-Denis avait la garde non seulement des tombes royales, non seulement de la bannière de France, mais aussi des vêtements et attributs portés par les rois lors du couronnement. Valois tenait à savoir si tout était en ordre. Le grand manteau, depuis 29 ans, n'avait-il pas subi de dommages? Les écrins pour transporter à Reims le sceptre, les éperons et la main de justice étaient-ils en bon état? Et la couronne d'or? Il faudrait que les orfèvres au plus tôt missent la coiffe à la nouvelle mesure. L'abbé Égidius observait le jeune roi que l'atout continuait de secouer et pensait « Certes, on va tout préparer, mais tiendra-t-il jusque-là » Quand le repas fut achevé, Hugues de Bouville, grand chambellan de Philippe le Bel,
vint casser devant Louis X son bâton doré et signifier par là qu'il avait terminé son office. Le gros Bouville avait les yeux emplis de larmes, ses mains tremblaient, et il dut s'y prendre à 3 fois pour briser son sceptre de bois, image et délégation du grand sceptre d'or. Puis, au premier chambellan de Louis, Mathieu de Trie, qui allait lui succéder dans la fonction, il murmura « À vous maintenant, messire ». Alors, la tribu capétienne sortit de table et se dirigea vers la cour, où attendaient les montures. Dehors, la foule était maigre pour crier « Vive le roi ». Les gens s'étaient assez gelés la veille à regarder le grand cortège qui comprenait les troupes, le clergé de Paris, les maîtres de l'université, les corporations. Celui d'aujourd'hui n'offrait plus rien qui pût émerveiller. Il tombait une sorte de grésille qui perçait les vêtements jusqu'à la peau. Et seuls saluaient le nouveau roi quelques acharnés de la badauderie ou les riverains qui pouvaient crier du pas de leur porte sans se mouiller. Depuis l'enfance, le hutin attendait de régner. À chaque semonce, échec ou contrariété que lui attirait sa médiocrité d'esprit et de caractère, il se disait rageusement « Le jour où je serai roi !» Et 100 fois il avait souhaité que le sort hâtât la disparition de son père. Or, voilà que sonnait l'heure qui l'exauçait. Voilà qu'il venait d'être proclamé. Il sortait de Saint-Denis. Mais rien ne l'avertissait intérieurement qu'aucun changement se fût produit en lui. Il se sentait seulement plus faible que la veille et pensait davantage à ce père qu'il avait si peu aimé. La tête basse, les épaules frissonnantes, il poussait son cheval entre les champs déserts où des restes de chaume perçaient des restes de neige. Le crépuscule s'assombrissait rapidement. À la porte de Paris, le cortège fit halte pour permettre aux archers d'escorte d'allumer des torches. Le peuple de la capitale ne fut guère plus enthousiaste que celui de Saint-Denis. Quelle raison d'ailleurs aurait-il eu de se montrer joyeux? L'hiver précoce entravait les transports et multipliait les décès. Les dernières récoltes avaient été mauvaises. Les denrées enchérissaient à mesure qu'elles se raréfiaient. Il y avait de la disette dans l'air. Et le peu qu'on connaissait du nouveau roi n'incitait pas à l'espoir. On le disait brouillon, querelleur et cruel, et le public, qui déjà le désignait par son surnom, ne pouvait citer de lui aucun acte important ou généreux. Sa seule renommée lui venait de son infortune conjugale. « C'est à cause de cela que le peuple ne me témoigne point d'affection, » se disait Louis X, « à cause de cette catin qui m'a bafoué devant tous. Mais s'ils ne veulent point m'aimer, je ferai tant qu'ils trembleront et crieront Noël en me voyant comme s'ils m'aimaient fort. Et d'abord je vais reprendre épouse, avoir une reine à côté de moi, pour que mon déshonneur soit effacé. » Hélas, le rapport que lui avait fait la veille son cousin Robert d'Artois, retour de Château-Gaillard, ne laissait pas paraître l'entreprise aisée. « La garce cédera. Je la ferai mettre à tel régime et tourment qu'elle cédera. » Comme il s'était dit dans le petit peuple que le roi jetterait les pièces de monnaie sur son passage, des groupes de pauvres se tenaient au coin des rues. Les torches des archers éclairaient un instant leurs visages maigres, leurs yeux avides et leurs mains tendues. Mais aucune piécette ne tomba. Par le Châtelet et le Pont-au-Change, le cortège atteignit enfin le palais de la Cité. La comtesse Mao donna le signal de la dispersion en déclarant que chacun avait maintenant besoin de chaleur et de repos et qu'elle rentrait à l'hôtel d'Artois. Prélats et barons prirent chacun le chemin de sa demeure. Les frères du nouveau roi eux-mêmes se retirèrent, si bien que lorsqu'il eut mis pied à terre, Louis X ne se trouva plus entouré en dehors de ses serviteurs et écuyers personnels que par ses 2 oncles, Évreux et Valois, Robert d'Artois, Marigny et Mathieu de Trie. Ils passèrent par la galerie Mercière, immense et presque déserte à cette heure. Quelques marchands qui finissaient de cadenasser leurs éventaires ôtèrent leurs bonnets. Le hutin avançait lentement, les jambes raides dans des bottes trop lourdes, le corps chaud de fièvre. Il regardait à sa droite, à sa gauche, les 40 statues de rois, haut placées sur de larges consoles sculptées, et que Philippe le Bel avait choisi de dresser là, dans le vestibule de l'habitation royale, telles des répliques debout des gisants de Saint-Denis, afin que le souverain vivant apparût à chaque visiteur comme le continuateur d'une race sacrée, désigné par Dieu pour exercer le pouvoir. Cette colossale famille de pierre aux yeux blancs sous la lueur des torches ne faisait qu'accabler davantage le pauvre prince de chair qui en recueillait la succession. Un mercier dit à sa femme « Il n'a pas bien fière mine, notre nouveau roi. » La marchande, en ricanant, répondit « Il a surtout une bonne mine de cocu. » Elle n'avait pas parlé fort, mais sa voix aiguë résonna dans le silence. Le hutin tressaillit.
la face brusquement coléreuse, cherchant à distinguer l'auteur de l'insulte. Chacun dans l'escorte détournait les yeux et feignait de n'avoir pas entendu. De part et d'autre de l'arc en accolade qui surmontait l'accès à l'escalier principal, se faisaient pendant les statues de Philippe le Bel et d'Enguerrand de Marigny. Car le coadjuteur connaissait cet honneur unique d'avoir son effigie dans la galerie des rois. Honneur justifié au demeurant par le fait que la reconstruction et l'embellissement du palais étaient essentiellement son œuvre. Or, la statue d'Enguerrand irritait plus que tout Charles de Valois, qui, chaque fois qu'il avait à passer devant, s'indignait de ce qu'on eût élevé jusque-là ce bourgeois. L'astuce et l'intrigue l'ont conduit à tant d'impudence qu'il se donne des airs d'être de notre sang. Mais tout beau, messire, pensait Valois, nous vous descendrons de ce socle, j'en fais serment, et nous vous apprendrons bien vite que le temps de vos mauvaises grandeurs est passé. Messire Enguerrand, dit-il avec hauteur à son ennemi, je pense que le roi désire à présent demeurer en famille. Marigny, afin d'éviter un éclat, ne fit pas montre d'avoir senti le trait, mais voulant bien signifier en revanche qu'il ne prendrait ses ordres que du roi, il dit, s'adressant à ce dernier, « Sire, maintes affaires sont pendantes qui me requièrent, puis-je me retirer ?» Louis avait la pensée ailleurs. Le mot lancé par la mercière lui tournait en tête. « Faites, messire, faites !» répondit-il avec impatience. Le roi, ses oncles et les destins. La mère de Louis X, la reine Jeanne, héritière de la Navarre, était morte en 1305. À partir de 1307, c'est-à-dire du moment où, âgé de 18 ans, il avait été investi officiellement de la couronne navarraise, Louis avait reçu l'hôtel de Nesle pour résidence personnelle. Jamais donc il n'avait habité le palais depuis les rénovations ordonnées par son père dans les récentes années. Aussi, ce soir de décembre, au retour de Saint-Denis, Louis, entrant dans les appartements royaux pour en prendre possession, n'y trouvait rien qui lui rappelât son enfance. Aucune cassure du pavement connue de toujours, aucun grincement particulier à telle porte, et de toujours entendu, ne pouvait l'émouvoir ou l'attendrir. Son regard ne rencontrait rien qui lui permît de se dire « Ma mère, devant cette cheminée, me prenait sur ses genoux. De cette fenêtre, j'ai aperçu le printemps pour la première fois. » Les fenêtres avaient d'autres proportions. Les cheminées étaient neuves. Souverain économe, presque avare en ce qui concernait sa dépense personnelle, Philippe le Bel ne connaissait pas de mesure quand il s'agissait de magnifier l'idée royale. Il avait voulu que le palais fût imposant, écrasant, d'intérieur comme d'extérieur, et fit équilibre en quelque sorte au cœur de la capitale, à Notre-Dame. Là-bas, la grandeur de l'Église, ici, la grandeur de l'État. Là-bas, la gloire de Dieu, ici celle du roi. Pour Louis, c'était la demeure du Père, un Père silencieux, distant, terrible. De toutes les pièces, la seule familière lui paraissait la chambre du conseil, où tant de fois, à peine osait-il un avis, il avait entendu « Taisez-vous, Louis ». Il avançait de salle en salle. Des valets, feutrant leurs pas, glissaient le long des murs. Des secrétaires s'effaçaient dans les escaliers. Tout le monde observait encore un silence de veillée mortuaire. Ce fut dans la pièce où Philippe le Bel se tenait d'ordinaire pour travailler que Louis finalement s'arrêta. Elle était de dimension modeste, mais avec une énorme cheminée où brûlait un feu à faire rôtir un bœuf. Pour qu'on pût profiter de la chaleur sans souffrir de l'ardeur des flammes, des écrans d'osier tressés qu'un valet venait mouiller de temps à autre étaient disposés devant le foyer. Des chandeliers en forme de couronne à 6 chandelles fournissaient une bonne lumière. Louis se dépouilla de sa robe, qu'il posa sur l'un des écrans. Ses oncles, son cousin et son chambellan l'imitèrent. Bientôt les lourdes étoffes trempées d'eau, les velours, les fourrures, les broderies se mirent à fumer, tandis que les 5 hommes en chemise et haut de chausse se chauffaient reins au feu, pareils à 5 paysans rentrant d'un enterrement de campagne. Soudain, de l'angle où se trouvait la table à écrire de Philippe le Bel, vint un long soupir, presque un gémissement. Louis X s'écria d'une voix aiguë « Qu'est-ce ceci ?»« C'est Lombard, sire, » dit le valet chargé de mouiller les écrans. « Lombard ? Mais ce chien était à Fontainebleau, avec la meute. Comment est-il parvenu ici ?»« De lui-même. Il faut croire, sire. Il est rentré tout crotté la nuit d'avant-hier, en même temps qu'on amenait le corps de notre feu sire à Notre-Dame. Il est allé se mûcher sous ce meuble et n'en veut plus bouger. »« Qu'on le chasse, qu'on l'enferme aux écuries !» À l'opposé de son père, Louis détestait les chiens.
Il en avait peur depuis qu'enfant il avait été mordu par l'un d'eux. Le valet se baissa et tira par le collier un grand lévrier beige, aux poils collés sur les côtes, aux yeux fiévreux. C'était le chien cadeau du banquier Ptolomée, qui n'avait pas quitté le roi Philippe pendant les derniers mois. Comme il résistait à partir, raclant le pavage de ses ongles, Louis X lui allongea un coup de pied dans le flanc. « Cet animal porte malheur. D'abord il est arrivé ici le jour où l'on a brûlé les Templiers, le jour où... » Des voix s'élevèrent dans la pièce voisine. Le valet et le chien croisèrent sur la porte une petite fille, engoncée dans une robe de deuil, et qu'une dame de Parache poussait en disant « Allez, Madame Jeanne, allez saluer Messire le roi, votre père. » Cette petite fille d'à peine 4 ans, aux joues pâles, aux yeux trop grands, était pour l'instant l'héritière du trône de France. Elle avait le front rond et bombé de Marguerite de Bourgogne, mais son teint et ses cheveux étaient clairs. Elle avançait, regardant droit devant elle avec cette expression butée qu'ont les enfants mal aimés. Louis X, d'un geste, empêcha qu'elle vînt jusqu'à lui. « Pourquoi l'avoir conduite ici ? Je ne veux point l'y voir, qu'on la ramène sans tarder à l'hôtel de Nesle. C'est là qu'elle doit loger, puisque c'est là. »« Mon neveu, contenez-vous, » dit le comte d'Évreux. Louis attendit que la dame de Parache et la petite princesse, la première apparemment plus effrayée que l'autre, fussent sorties. « Je ne veux plus voir cette bâtarde, dit-il. »« Êtes-vous aussi certain qu'elle le soit, Louis ?» dit le comte d'Évreux, en éloignant du feu ses vêtements pour qu'ils ne roussissent pas. « Il suffit pour moi qu'il y ait doute, et je ne veux rien reconnaître d'une femme qui m'a trahi. Cette enfant est blonde, pourtant, comme nous le sommes tous. »« Philippe d'Aunay lui aussi était blond, » répliqua amèrement le hutin. Le comte de Valois vint porter appui au jeune roi. « Louis doit avoir de bonnes raisons, mon frère, pour parler comme il le fait, » dit-il avec autorité. « Et puis, » reprit Louis X en criant, « je ne veux plus entendre ce mot qu'on m'a lancé tout à l'heure au passage. Je ne veux plus le deviner sans cesse dans la tête des gens. Je ne veux plus donner d'occasion qu'on le pense en me regardant. » Louis d'Évreux se retint de répondre « Si tu avais meilleure nature, mon garçon, et plus de bonté au cœur, ta femme, tu peux être aimé. » Il songeait à la malheureuse petite fille qui allait vivre entourée seulement de serviteurs indifférents dans l'immense hôtel de Nesle désert. Et soudain il entendit Louis prononcer « Ah, je vais être bien seul ici. » D'Évreux, avec une stupéfaction apitoyée, contempla ce neveu qui conservait ses ressentiments comme un avare son or, chassait les chiens parce qu'il avait été mordu, chassait sa fille parce qu'il avait été trompé et se plaignait de solitude. « Toute créature est seule, Louis, dit-il gravement. Chacun de nous subit dans la solitude l'instant de son trépas. Et c'est vanité de croire qu'il n'en est pas ainsi des instants de la vie. Même le corps d'épouse avec lequel nous dormons demeure un corps étranger. Même les enfants que nous avons engendrés nous sont personnes étrangères. Sans doute, le Créateur l'a voulu ainsi pour que nous n'ayons chacun communion qu'avec lui, et tous ensemble qu'en lui. Il n'est de remède à cet isolement que dans la compassion et la charité, c'est-à-dire dans le savoir que les autres souffrent même mal que nous. » Les cheveux humides et pendants, le regard vague, la chemise collée sur ses flancs maigres, le hutin avait l'air d'un noyé qu'on vient de sortir de Seine. Il resta un moment silencieux. Certains mots, comme ceux justement de charité ou de compassion, ne faisaient pas de sens pour lui. Il ne les entendait guère plus que le latin des prêtres. Il se tourna vers Robert d'Artois. « Ainsi, Robert, vous êtes certain qu'elle ne cédera pas ?» Le géant, toujours à se sécher et dont les choses fumaient comme un chaudron, secoua la tête. « Sire mon cousin, comme je vous l'ai dit hier soir, j'ai pressé votre épouse de toute manière et usé sur elle mes plus solides arguments. Je me suis heurté à telle dureté de refus que je puis bien vous assurer qu'on n'en obtiendra rien. Savez-vous sur quoi elle compte ?» ajouta d'Artois avec perfidie. « Elle espère que vous mourrez avant elle. » Louis X toucha instinctivement à travers sa chemise le petit reliquaire qu'il portait au cou. Puis, s'adressant au comte de Valois, « Eh bien, mon oncle, vous voyez que tout n'est point aisé comme vous l'aviez promis, que l'annulation ne me paraît pas pour demain. »« Je le vois, mon neveu, et j'y pense fort, » répondit Valois. « Mon cousin, si vous craignez de jeûner, dit alors Robert d'Artois, je pourrais toujours fournir votre couche de douces femelles, que la vanité de servir au plaisir d'un roi rendra bien accueillante. » Il parlait de cela avec gourmandise, comme d'un rôti à point ou d'un bon plat en sauce. Charles de Valois agita ses doigts chargés de bagues. « Mais d'abord, à quoi vous servirait-il, Louis, d'avoir votre mariage annulé, dit-il,
tant que vous n'aurez pas choisi la nouvelle femme que vous voulez épouser. Ne vous inquiétez point tant de cette annulation, un souverain finit toujours par l'obtenir. Ce qu'il vous faut, c'est choisir dès à présent l'épouse qui fera auprès de vous belle figure de reine et vous donnera descendance. Monseigneur de Valois avait cette manière, quand un obstacle se présentait, de le mépriser et de sauter aussitôt à la prochaine étape. À la guerre, il négligeait les îlots de résistance, les contournait et allait attaquer la citadelle suivante. Cela lui réussissait parfois. « Mon frère, dit d'Évreux, croyez-vous donc la chose si aisée, dans la situation où se trouve Louis? Et s'il ne veut pas prendre femme qui soit indigne d'un trône? Allons donc! Je vous nomme 10 princesses en Europe qui passeraient sur de plus grandes difficultés pour l'espoir de ceindre la couronne de France. Tenez, sans chercher davantage, ma nièce Clémence de Hongrie, dit Valois, comme si l'idée venait de germer en lui alors qu'il la mûrissait depuis une bonne semaine. Il attendit que sa proposition ait produit un effet. Le hutin avait relevé la tête, intéressé. « Elle est de notre sang, puisqu'elle est Anjou, poursuivit Valois. Son père, Carlo Martello, qui avait renoncé au trône de Naples-Sicile pour revendiquer celui de Hongrie, est mort depuis longtemps. C'est sans doute pourquoi elle n'a pas encore d'État. Mais son frère, Caroberto, règne maintenant en Hongrie et son oncle est roi de Naples. Certes, elle a un peu dépassé l'âge ordinaire du mariage. Quel âge a-t-elle ? Demanda Louis X, inquiet. 22 ans. Mais cela ne vaut-il pas mieux que ces fillettes qu'on amène à l'hôtel alors qu'elles jouent encore à la poupée et qui, lorsqu'elles grandissent, se révèlent pleines de vilainie, mensongères et débauchées? Et puis, mon neveu, vous n'en serez plus à vos premières noces. Tout cela sonne trop bien. Il doit y avoir un vice qu'on me cache, pensa le hutin. Cette Clémence doit être borgne ou bien bossue. Et comment se présente-t-elle? Pour la figure, demanda-t-il. Mon neveu, c'est la plus belle femme de Naples. Et les peintres Massurton s'efforcent d'imiter ses traits lorsqu'ils peignent aux églises le visage de la Vierge. Déjà dans son enfance, il m'en souvient, elle promettait d'être remarquable en beauté, et tout laisse à penser qu'elle a tenu ses promesses. Il paraît en effet qu'elle est fort belle, dit Louis d'Évreux. Et vertueuse, ajouta Valois. J'attends qu'on retrouve en elle toutes les qualités qui ornaient sa tante Marguerite d'Anjou, ma première femme, que Dieu garde. J'ajouterai, mais qui de vous l'ignore, qu'un autre de ses oncles, et mien beau-frère, Louis d'Anjou, fut ce saint évêque de Toulouse qui avait renoncé à régner pour entrer en religion et dont la tombe à présent produit des miracles. Ainsi, nous aurons bientôt 2 saints Louis dans la famille, remarqua Robert d'Artois. Mon oncle, votre idée est heureuse, cela me semble, dit Louis X. Fille de roi, sœur de roi, nièce de roi et de saint, belle et vertueuse. Ah, elle n'est point brune au moins, comme la bourguignonne, car alors je ne pourrais point. Non, 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 mon neveu, s'empressa de répondre Valois. Soyez sans crainte, elle est blonde, de bonne race franque. Et vous pensez, Charles, que cette famille, pieuse ainsi que vous la décrivez, irait consentir aux fiançailles avant l'annulation? Demanda Louis d'Évreux. Monseigneur de Valois se gonfla torse et panse. Je suis trop bon allié de mes parents de Naples pour qu'ils aient rien à me refuser, répliqua-t-il. Et les 2 entreprises peuvent se conduire de pair. La reine Marie, qui a jadis tenu à honneur de me donner une de ses filles, m'accordera bien sa petite fille pour le plus cher de mes neveux. Et pour qu'elle soit reine au plus beau royaume du monde, j'en fais mon affaire. Alors, ne laissons pas d'agir, mon oncle, dit Louis X. Envoyons une ambassade à Naples. Qu'en pensez-vous, Robert? Robert d'Artois s'avança d'un pas, paume ouverte, comme s'il se proposait à partir sur le champ pour l'Italie. Le comte d'Évreux intervint encore. Il n'avait aucune hostilité au projet, mais pareille décision était affaire de royaume autant que de famille, et il demandait qu'elle soit débattue en conseil. « Mathieu, dit aussitôt Louis X en s'adressant à son chambellan, faites savoir à Marigny qu'il est à convoquer le conseil demain matin. » À s'écouter prononcer ces paroles, le hutin éprouva un certain plaisir. Brusquement, il se sentait roi. « Pourquoi Marigny ?» dit Valois. « Je puis bien, si vous le souhaitez, m'en charger moi-même ou en charger mon chancelier. Marigny cumule trop de tâches et préparativement des conseils qui n'ont rôle que de l'approuver, sans regarder de bien près ses trafics. Mais nous allons changer cela, sire mon neveu, et je m'en vais vous réunir un conseil mieux digne de vous servir. »« C'est fort juste. Eh bien, faites, mon oncle, faites ainsi, » répondit Louis X avec un regain d'assurance et comme si l'initiative venait de lui. Les vêtements étaient secs et chacun se rhabilla.
Belle et vertueuse, se répétait Louis X. Il fut à ce moment repris d'un accès de toux et entendit à peine les adieux qu'on lui faisait. Descendant l'escalier, d'Artois dit à Valois « Ah, mon cousin, comme vous lui avez bien vendu votre nièce Clémence. J'en connais un ce soir que ses draps vont brûler. »« Robert !» fit Valois d'un ton de feinte réprimande. « N'oubliez pas que c'est du roi que vous parlez désormais. » Le comte d'Évreux les suivait en silence. Il songeait à la princesse qui vivait dans un château de Naples et dont le sort à son insu venait peut-être de se décider aujourd'hui. Monseigneur d'Évreux était toujours frappé de la manière fortuite, mystérieuse dont s'agençaient les destinées humaines. Parce qu'un grand souverain était mort avant son heure, parce qu'un jeune roi supportait mal le célibat, parce que son oncle était impatient de le satisfaire pour affirmer l'empire qu'il exerçait sur lui, parce qu'un nom lancé avait été retenu, une jeune fille aux cheveux blonds, et qui, à 500 lieues de distance, devant une mer éternellement bleue, pensait vivre un jour comme les autres, se trouvait devenir le centre des préoccupations de la cour de France. Louis d'Évreux eut un nouvel accès de scrupule. « Mon frère, dit-il à Valois, cette petite Jeanne, croyez-vous vraiment qu'elle soit bâtarde ?»« Aujourd'hui, je n'en suis pas encore certain, mon frère, dit Valois en lui posant sur l'épaule sa main baguée. Mais je vous assure bien qu'avant longtemps, tout le monde la tiendra pour telle. » À partir de quoi le méditatif comte d'Évreux aurait pu se dire également « Parce qu'une princesse de France prit un amant, parce que sa belle-sœur d'Angleterre la dénonça, parce qu'un roi justicier rendit le scandale public, parce qu'un mari humilié reporta sa vindicte sur une enfant qu'il voulut déclarer illégitime, les conséquences appartenaient au futur, à ce déroulement d'une fatalité en constante création par la combinaison continue de la force des choses et des actes des hommes. La lingère Eudeline. Le ciel de lit, tendu d'un samis bleu sombre semé de fleurs de lys d'or, paraissait un morceau de firmament nocturne. Les rideaux de la courtine, faits de même étoffe, frémissaient sous le faible éclairage de la veilleuse à huile, suspendue par 3 chaînes de bronze. La courte pointe de brocart d'or, tombant en plis raides jusqu'au sol, scintillait de phosphorescence étrange. Depuis 2 heures, Louis X cherchait vainement le sommeil sur cette couche qui avait été celle de son père. Il étouffait sous les couvertures doublées de fourrure et grelottait aussitôt qu'il en sortait. Bien que Philippe le Bel fût décédé à Fontainebleau, Louis éprouvait un malaise à se trouver dans ce lit, comme s'il y percevait la présence du cadavre. Toutes les images des dernières journées, toutes les hantises des jours à venir s'entrechoquaient en sa pensée. Quelqu'un criait « cocu » parmi la foule. Clémence de Hongrie refusait, ou bien elle était déjà fiancée. L'austère visage de l'abbé Égidius se penchait sur la tombe. « Nous ferons désormais 2 prières. »« Savez-vous sur quoi elle compte ? Elle espère que vous mourrez avant elle. » Un coffret de cristal emprisonnait un cœur aux artères tranchées, aussi petit qu'un cœur d'agneau. Il se releva brusquement, son propre cœur battant comme une horloge dont le poids se fût décroché. Pourtant, le physicien de l'hôtel, examinant le roi avant son coucher, ne lui avait pas trouvé les humeurs mauvaises. Le sommeil réparerait une fatigue bien explicable. Si la toux persistait, on verrait le lendemain à prescrire quelques tisanes au miel ou à poser des sangsues. Mais Louis n'avait pas avoué les 2 défaillances ressenties pendant la cérémonie à Saint-Denis, ce froid qui lui avait saisi les membres et ce grand vacillement du monde autour de lui. Voilà que le même mal auquel il ne pouvait pas donner de nom le reprenait. Torturé par ses hantises, le hutin, dans une longue chemise blanche sur laquelle il avait jeté une robe fourrée, marchait à travers la chambre comme chassé devant lui-même, et comme s'il risquait au moindre arrêt que la vie l'abandonnât. N'allait-il pas succomber de la même façon que son père, frappé à la tête par la main de Dieu ? Moi aussi, pensait-il avec effroi, j'étais présent quand on a brûlé les Templiers devant ce palais. Sait-on jamais la nuit qu'on doit mourir ? Sait-on jamais la nuit qu'on devient fou ? Et s'il parvenait à franchir cette abominable nuit, s'il voyait se lever la tardive aube d'hiver, dans quel état d'épuisement ne serait-il pas le lendemain pour présider son premier conseil ? Il dirait « Messire », quelle parole au fait devait-il dire ? Chacun de nous, mon neveu, subit dans la solitude l'instant du trépas et c'est vanité de croire qu'il n'en est pas ainsi des instants de la vie. « Ah, mon oncle, prononça tout haut le hutin, pourquoi m'avoir dit cela ?» Sa propre voix lui parut étrangère.
Il continuait d'errer, haletant et frissonnant, autour du grand lit drapé d'ombre. C'était ce meuble qui l'épouvantait. C'était ce lit qui était maudit, et jamais il ne parviendrait à y dormir. Le lit du mort. Passerai-je donc ainsi toutes les nuits de mon règne à marcher en rond pour ne pas trépasser ? Se demandait-il. Mais le moyen d'aller coucher ailleurs, d'appeler ses gens pour qu'on lui préparât une autre chambre, ou puiser le courage d'avouer « je ne puis loger ici parce que j'ai peur », et de se présenter au maître de l'hôtel, au chambellan, ainsi défait, tremblant et désemparé. Il était roi et ne savait comment régner. Il était homme et ne savait comment vivre. Il était marié et n'avait point de femme. Et si même Madame de Hongrie acceptait, combien de semaines, de mois lui faudrait-il attendre avant qu'une présence humaine vînt rassurer ses nuits ? Et voudra-t-elle m'aimer, celle-là ? Ne fera-t-elle point comme l'autre ? Soudain, il prit sa résolution. Il ouvrit la porte et alla secouer le premier chambellan qui dormait tout vêtu dans l'antichambre. « Est-ce toujours dame Eudeline qui veille au linge du palais ?»« Oui, sire, je crois, sire, » répondit Mathieu de Trie. « Eh bien, sachez-le, et si c'est elle, faites-la quérir aussitôt. » Surpris, somnolent. « Il dort, lui, » pensa le hutin avec haine. Le chambellan demanda au roi s'il désirait qu'on changeât ses draps. Le hutin eut un geste d'impatience. « Oui, c'est cela, allez la quérir, vous dis-je. » Puis il entra dans la chambre et reprit sa ronde anxieuse en se disant « Loge-t-elle toujours ici ? Va-t-on la trouver ?» 10 minutes plus tard, dame Eudeline entra, portant une pile de draps, et Louis X aussitôt sentit qu'il cessait d'avoir froid. « Monseigneur Louis, je veux dire, sire, s'écria la lingère. Je savais bien qu'il ne fallait point vous mettre des draps neufs. On y dort mal. C'est messire de Trie qui l'a voulu. Il affirmait que c'était l'usage. Moi, je voulais donner des draps souvent lavés et bien fins. » C'était une grande femme blonde, épanouie, avec de larges seins et une belle carrure nourricière qui faisait penser à la paix, à la tiédeur et au repos. Elle avait un peu plus de 30 ans, mais son visage exprimait une sorte d'étonnement adolescent et tranquille. De dessous le bonnet blanc qu'elle mettait pour dormir s'échappaient de longues tresses qui avaient la couleur de l'or et qui se dénouaient sur l'épaule de son vêtement de nuit. Elle s'était hâtivement couverte d'une chape. Louis la regarda un moment sans parler, le temps que Mathieu de Trie, prêt à se rendre utile, comprit qu'on n'avait plus besoin de lui. « Ce n'est point pour les draps que je vous ai fait venir, » dit enfin le roi. Une douce rougeur de confusion monta aux joues de la lingère. « Oh, monseigneur, sire, je veux dire, d'être revenu au palais vous a-t-il fait souvenir de moi ?» Elle avait été sa première maîtresse 10 années plus tôt. Lorsque Louis, alors âgé de 15 ans, avait appris qu'on allait bientôt le marier à une princesse de Bourgogne, il avait été saisi d'une grande frénésie de découvrir l'amour, en même temps que d'une grande panique à l'idée de ne pas savoir comment se comporter auprès de son épouse. Et tandis que Philippe le Bel et Marigny pesaient les avantages politiques de cette alliance, le jeune prince ne pensait à rien d'autre qu'au mystère de nature. La nuit, il imaginait toutes les dames de la cour succombant à ses ardeurs. Mais le jour, il restait muet en face d'elle, main tremblante et regard fuyant. Et puis, un après-midi d'été, il s'était rué brusquement sur cette belle fille qui, le long d'une galerie déserte, allait devant lui d'un pas calme, les bras chargés de linge. Il s'était lancé contre elle avec violence, avec colère, comme s'il lui en voulait de la peur qu'il avait. C'était elle ou aucune, maintenant ou jamais. Il ne l'avait point violée, d'ailleurs. Son agitation, son anxiété, sa maladresse l'en eussent rendu bien incapable. Il avait exigé d'Eudeline qu'elle lui apprît l'amour. À défaut d'une assurance d'homme, il entendait user de ses prérogatives de prince. Il avait eu de la chance. Eudeline ne s'était pas moquée de lui, et dans une pièce de resserre, elle avait mis quelque honneur à se rendre au désir de ce fils de roi, lui laissant même croire qu'elle y trouvait de l'agrément. Par la suite, il s'était toujours senti homme devant elle. Certains matins, lorsqu'il était à se vêtir pour la chasse ou pour aller s'exercer aux armes de tournoi, Louis la faisait appeler. Et Eudeline avait vite compris que le besoin d'aimer ne lui venait que lorsqu'il avait peur. Pendant plusieurs mois, avant l'arrivée de Marguerite de Bourgogne et même encore après, Eudeline avait ainsi aidé Louis Hutin à surmonter ses terreurs. « Votre fille, où est-elle à présent ?» demanda-t-il. « Elle demeure chez ma mère qui l'élève. Je n'ai point voulu qu'elle reste ici avec moi. Elle ressemble trop à son père, » répondit Eudeline en souriant à demi.
De celle-là, au moins, dit Louis. Je peux penser qu'elle est de moi. Oh, certes, monseigneur. Elle est bien de vous. Sire, je veux dire, son visage chaque jour est plus pareil au vôtre, et cela serait vous gêner que de la laisser voir aux gens du palais. Car une enfant qui devait être baptisée Eudeline comme sa mère avait été conçue de ses amours de hâte. Toute femme un peu douée pour l'intrigue eût assuré sa fortune sur l'état de son ventre et fait souche de baron. Mais le hutin tremblait si fort d'avouer la chose au roi Philippe qu'Eudeline, apitoyée une fois de plus, s'était tue. Elle avait un mari qui, dans ce temps-là, petit greffier de Messire de Nogaret, trottait beaucoup derrière le légiste sur les chemins de France et d'Italie. Trouvant au retour sa femme près d'accoucher, il se mit à compter les mois sur ses doigts et commença de s'emporter. Mais ce sont généralement des hommes de même nature qu'une même femme attire. Le greffier ne possédait pas une âme très fortement trempée, et dès que sa femme lui eut confessé d'où venait le cadeau, la crainte éteignit sa colère comme le vent souffle une bougie. Ayant choisi de prendre lui aussi le parti du silence, il était mort peu après, moins de chagrin d'ailleurs que d'un pernicieux mal d'entrailles rapporté des marais romains. Et dame Eudeline avait continué de surveiller les lessives du palais pour 5 sous le sang de nappe lavée. Elle était devenue première fille lingère, ce qui, dans la maison royale, était une belle position bourgeoise. Pendant ce temps, Eudeline, la petite, grandissait, non sans témoigner de cette disposition des enfants adultérins, à présenter d'évidence sur leur visage les traits hérités de leur ascendance illégitime. Et dame Eudeline espérait qu'un jour Louis se souviendrait. Il lui avait si fort promis, si solennellement juré, que du jour qu'il serait roi, il couvrirait sa fille d'or et de titres. Elle pensait, ce soir, qu'elle avait eu raison de le croire, et s'émerveillait qu'il eût mis tant de promptitude à tenir ses serments. « Il n'est point mauvais de cœur, songea-t-elle. Il est hutin de manière, mais il n'est point mauvais. » Émue par les souvenirs, par le sentiment du temps enfui, par les étrangetés du destin, elle contemplait ce souverain qui avait trouvé naguère entre ses bras le premier accomplissement d'une virilité inquiète, et qui était là, en longue chemise, assis sur une cathèdre, les cheveux tombant jusqu'au menton et les bras autour des genoux. « Pourquoi, se disait-elle, pourquoi est-ce à moi que cela est arrivé ?»« Quel âge a ta fille aujourd'hui ?» demanda Louis X. « 9 ans, n'est-ce pas ?»« 9 ans tout juste, sire. »« Je lui ferai une position de princesse aussitôt qu'elle sera en âge d'être mariée. Je le veux. Et toi, que désires-tu » Il avait besoin d'elle. C'eût été l'instant où jamais n'en profiter. La discrétion ne vaut rien avec les grands de la terre, et il faut se hâter d'exprimer un besoin, une exigence, un souhait, fût-ce à s'en inventer lorsqu'il se propose à les satisfaire. Car ensuite, ils se sentent déliés de reconnaissance simplement pour avoir offert, et ils négligent de donner. Le hutin aurait volontiers passé la nuit à préciser ses largesses pour qu'Eudeline lui tînt compagnie jusqu'à l'aube. Mais, surprise par la question, elle se contenta de répondre « Ce qu'il vous plaira, sire. » Aussitôt il ramena ses pensées sur lui-même. « Ah, Eudeline, Eudeline, s'écria-t-il, j'aurais dû t'appeler à l'hôtel de Nesle où j'ai été bien en peine ces mois-ci. Je sais, monseigneur Louis, que vous avez été fort mal aimé de votre épouse, mais je n'aurais point osé venir à vous. J'ignorais si vous auriez eu joie ou honte à me revoir. » Il la regardait mais ne l'écoutait plus. Ses yeux avaient pris une fixité trouble. Eudeline savait bien ce que signifiait ce regard. Elle le lui connaissait déjà quand il avait 15 ans. « Veuille t'étendre, » ordonna-t-il brusquement. « Là, monseigneur, je veux dire sire, » murmura-t-elle avec un peu d'effroi en désignant le lit de Philippe le Bel. « Oui, là, justement, » répondit le hutin d'une voix sourde. Un instant, elle hésita devant ce qui lui paraissait un sacrilège. Après tout, Louis était le roi maintenant, et ce lit était devenu le sien. Elle ôta son bonnet, laissa choir sa chape et sa chemise. Ses nattes d'or se dénouèrent complètement. Elle était un peu plus grasse qu'autrefois, mais elle avait toujours sa belle courbe de rein, ce dos ample et tranquille, cette hanche au toucher de soie où jouait la lumière. Ses gestes semblaient dociles, et c'était de docilité précisément que le hutin était avide. De même qu'on bassinait le lit pour en chasser le froid, ce beau corps allait en chasser les démons. Un peu inquiète, un peu éblouie, Eudeline se glissa sous la couverture d'or. « J'avais raison, dit-elle aussitôt. Il gratte ces draps neufs, je le savais bien.
Louis s'était fébrilement dépouillé de sa chemise. Maigre, les épaules osseuses et lourd par maladresse, il se jeta sur elle avec une précipitation désespérée, comme si l'urgence ne pouvait tolérer le moindre aternoiement. Hâte vaine. Les rois ne commandent point à tout, et sont en certaines choses exposés à même mécompte que les autres hommes. Les désirs du hutin étaient surtout de tête. Accroché aux épaules d'Eudeline ainsi qu'un noyé à une bouée, il s'évertuait, par simulacre, à surmonter une défaillance qui donnait peu d'espoir. Certes, s'il n'en aurait pas autrement Madame Marguerite, se disait Eudeline, on comprend mieux qu'elle l'ait trompé. Tous les encouragements silencieux qu'elle lui prodigua, tous les efforts qu'il fit, et qui n'étaient point d'un prince allant à la victoire, demeurèrent sans succès. Il s'écarta d'elle, défait, honteux. Il tremblait au bord de la rage et des sanglots. Elle essaya de le calmer. « Vous avez tant cheminé aujourd'hui, vous avez eu si froid, et vous devez avoir le cœur si triste. C'est bien naturel le soir qu'on a enterré son père, et cela peut arriver à tout un chacun, vous savez. » Le hutin contemplait cette belle femme blonde, offerte et inaccessible, étendue là comme pour incarner quelque châtiment infernal, et qui le regardait avec compassion. « C'est la faute de cette gueuse, de cette catin !» dit-il. Eudeline recula, croyant que l'injure s'adressait à elle. « Je voulais qu'on la mît à mort après son forfait, continua-t-il, les dents serrées. Mon père a refusé, mon père ne m'a point vengé, et maintenant c'est moi qui suis comme mort, dans ce lit où je sens mon malheur, où je ne pourrai jamais dormir. » « Mais si, monseigneur Louis, dit Eudeline doucement, en l'attirant contre elle. « Mais si, c'est un bon lit, mais c'est un lit de roi, et pour chasser ceux qui vous empêchent, c'est une reine qu'il faut mettre dedans. » Elle était émue, modeste, sans reproche ni dépit. « Crois-tu vraiment, Eudeline ? » ?»« Mais oui, monseigneur Louis, je vous assure. Dans un lit de roi, c'est une reine qu'il faut, répéta-t-elle. « Peut-être en aurai-je une bientôt. Il paraît qu'elle est blonde, comme toi. »« C'est un grand compliment que vous me faites là, répondit Eudeline. »« On dit qu'elle est très belle, continua le hutin, et de grande vertu. Elle vit à Naples. Mais oui, monseigneur Louis, mais oui, je suis bien sûr qu'elle vous rendra heureuse. Maintenant, il faut vous reposer. » Maternelle, elle lui offrait l'appui d'une épaule tiède qui sentait la lavande, et elle l'écoutait rêver tout haut à cette femme inconnue, à cette princesse lointaine, dont elle tenait cette nuit si vainement la place. Il se consolait dans les mirages de l'avenir, de ses infortunes passées et de ses défaites présentes. « Mais oui, monseigneur Louis, c'est tout juste une épouse comme cela qu'il vous faut. Vous verrez comme vous vous sentirez bien fort auprès d'elle. » Il se tut enfin, et Eudeline demeura sans oser bouger, les yeux grands ouverts, sur les 3 chaînes de la veilleuse, attendant l'aube pour se retirer. Le roi de France dormait. Deuxième partie. Les loups se mangent entre eux. Louis le Hutin tient son premier conseil. Pendant 16 ans, Marigny avait siégé au conseil étroit, dont 7 à la droite du roi. Pendant 16 ans, il avait servi le même prince, et pour faire prévaloir la même politique. Pendant 16 ans, il avait été certain d'y retrouver des amis fidèles et des subordonnés diligents. Il sut bien ce matin-là, dès qu'il eut passé le seuil de la chambre du conseil, que tout était changé. Autour de la longue table, les conseillers se tenaient en même nombre à peu près que de coutume, et la cheminée répandait dans la pièce la même odeur de chêne brûlé. Mais les places étaient différemment distribuées, ou occupées par des personnages nouveaux. Auprès des membres de droit ou de tradition, tels que les princes du sang ou le connétable gaucher de Châtillon, Marigny n'apercevait ni Raoul de Presles, ni Nicole le Loquetier, ni Guillaume Dubois, légistes éminents, serviteurs fidèles de Philippe le Bel. Ils avaient été remplacés par des hommes tels qu'Étienne de Mornay, chancelier du comte de Valois, ou Béraud de Mercœur, grand seigneur turbulent
et l'un des plus violemment hostiles depuis des années à l'administration royale. Quant à Charles de Valois lui-même, il s'était attribué le siège habituel de Marigny. Des vieux serviteurs du roi de fer, seul demeurait en dehors du connétable l'ex-chambellan Hugues de Bouville, sans doute parce qu'il appartenait à la haute noblesse. Les conseillers issus de la bourgeoisie avaient été écartés. Marigny saisit d'un seul regard toutes les intentions d'offense et de défi dont témoignait à son égard la composition et la disposition d'un tel conseil. Il resta un moment immobile, la main gauche au collet de sa robe, sous son large menton, le coude droit serré sur son sac à documents, comme s'il pensait « Allons, il va falloir nous battre », et rassembler ses forces. Puis, s'adressant à Hugues de Bouville, mais de façon à être entendu de tous, il demanda « Messire de Presles est-il malade ? Messire de Bourdonnais, de Briançon et Dubois ont-ils été empêchés, que je ne vois aucun d'eux ? Ont-ils fait tenir excuse de leur absence ?» Le gros Bouville eut un instant d'hésitation et répondit baissant les yeux « Je n'ai pas eu charge de réunir le conseil, c'est messire de Mornay qui y a pourvu. » Se renversant un peu sur le siège qu'il venait de s'approprier, Valois dit alors avec une insolence à peine voilée « Vous n'avez pas oublié, messire de Marigny, que le roi appelle au conseil qui il veut, comme il veut et quand il veut. C'est droit de souverain. » Marigny fut au bord de répondre que si c'était en effet le droit du roi de convier à son conseil qui lui plaisait, c'était aussi son devoir de choisir des hommes qui s'entendissent aux affaires, et que les compétences ne se formaient pas du soir au matin. Mais il préféra préserver ses arguments pour un meilleur débat, et s'installa apparemment calme en face de Valois, sur la chaise laissée vide à gauche du fauteuil royal. Et il ouvrit son sac à documents, en sortit parchemins et tablettes qu'il rangea devant lui. Ses mains contrastaient par leur finesse nerveuse à la lourdeur de sa personne. Il chercha machinalement sous le plateau de la table le crochet auquel d'ordinaire il pendait son sac, mais ne le trouva pas et réprima un mouvement d'irritation. Valois conversait d'un air de mystère avec son neveu Charles de France. Philippe de Poitiers lisait, approchant de ses yeux myopes une pièce que lui avait tendue le connétable et qui concernait un de ses vassaux. Louis d'Évreux se taisait. Tous étaient habillés de noir. Mais monseigneur de Valois, en dépit du deuil de cour, était aussi superbement vêtu que jamais. Sa robe de velours s'ornait de broderies d'argent et de queues d'hermine, qui le paraient comme un cheval de corbillard. Il n'avait devant lui ni parchemin ni tablette, et laissait à son chancelier le soin subalterne de lire et d'écrire. Lui se contentait de parler. La porte qui donnait accès aux appartements s'ouvrit, et Mathieu de Trie parut, annonçant « Messire, le roi !» Valois se leva le premier et s'inclina avec une déférence si marquée qu'elle en devenait majestueusement protectrice. Le hutin dit « Excusez, messire, mon retard !» Il s'interrompit aussitôt, mécontent de cette sotte déclaration. Il avait oublié qu'il était le roi et qu'il lui appartenait d'entrer le dernier au conseil. Il fut à nouveau saisi d'un malaise anxieux comme la veille à Saint-Denis et comme la nuit précédente dans le lit paternel. L'heure était venue vraiment de se montrer roi. Mais la vertu royale n'est pas une disposition qui se manifeste par miracle. Louis, les bras ballants, les yeux rouges, ne bougeait pas. Il négligeait de s'asseoir et de faire asseoir le conseil. Les secondes passaient, le silence devenait pénible. Mathieu de Trie eut le geste qu'il fallait. Il tira ostensiblement le fauteuil royal, Louis s'assit et murmura « Siégez, messire !» Il revit en pensée son père à cette même place et prit machinalement sa pose, les deux mains à plat sur les accoudoirs du fauteuil. Cela lui rendit un peu d'assurance. Se tournant alors vers le comte de Poitiers, il dit « Mon frère, ma première décision vous regarde. J'entends, lorsque le deuil de cour aura pris fin, vous conférer la pairie pour votre comté de Poitiers, afin que vous soyez au nombre des pairs et m'aidiez à soutenir le poids de la couronne. » Puis, s'adressant à son second frère, « À vous, Charles, j'ai vouloir de donner en fief et apanage le comté de la Marche, avec les droits et les revenus qui s'y attachent. » Les deux princes se levèrent et vinrent de part et d'autre du siège royal, baiser chacun l'une des mains de leur aîné en signe de merci.
Les mesures qui les touchaient n'étaient ni exceptionnelles ni inattendues. L'attribution de la pairie au premier frère du roi constituait une sorte d'usage. Et d'autre part, il était su depuis longtemps que le comté de la Marche, racheté par Philippe le Bel aux Lusignans, irait au jeune Charles. Monseigneur de Valois ne s'en rengorgea pas moins, comme si l'initiative lui en revenait, et il eut à l'adresse des deux princes un petit geste qui voulait exprimer « Vous voyez, j'ai bien travaillé pour vous ». Mais Louis X, pour sa part, n'était pas aussi satisfait, car il avait omis de commencer par rendre hommage à la mémoire de son père et de parler de la continuité du pouvoir. Les deux belles phrases qu'il avait préparées lui étaient sorties de l'esprit. À présent, il ne savait plus comment enchaîner. Un silence s'établit à nouveau, gênant et pesant. Quelqu'un manquait trop évidemment à cette assemblée. Le mort. Enguerrand de Marigny regardait le jeune roi et attendait visiblement que celui-ci prononçât « Messire, je vous confirme en vos charges de coadjuteur et recteur général du royaume ». Rien ne venant, Marigny fit comme si cela avait été dit et demanda « De quelles affaires, sire, désirez-vous être informé ? De la rentrée des aides et tailles, de l'état du trésor, des arrêts du Parlement, de la disette qui sévit dans les provinces, de la position des garnisons, de la situation en Flandre, des requêtes présentées par vos barons de Bourgogne et de Champagne ?» Ce qui signifiait en clair « Sire, voilà les questions dont je m'occupe, et bien d'autres encore, dont je pourrais vous égrener plus longuement le chapelet. Pensez-vous être capable de vous passer de moi ?» Le hutin se tourna vers son oncle Valois d'un air qui mendiait appui. « Messire de Marigny, le roi ne nous a pas réunis pour ses affaires, dit Valois. Il les entendra plus tard. » « Si l'on ne m'avertit pas de l'objet du conseil, monseigneur, je ne puis le deviner, répondit Marigny. « Le roi, messire, poursuivit Valois sans paraître attacher la moindre importance à la remarque, le roi souhaite vous entendre sur le premier souci qu'en bon souverain il doit avoir, celui de sa descendance et de la succession au trône. »« C'est tout juste cela, messire, dit le hutin en essayant un ton de grandeur. Mon premier devoir est de pourvoir à la succession, et pour cela, il me faut une femme. » Et puis il resta court. Valois reprit la parole. « Le roi considère donc qu'il doit, dès à présent, s'apprêter à rechoisir épouse, et son attention s'est portée sur madame Clémence de Hongrie, fille du roi Carlo Martello et nièce du roi de Naples. Nous souhaitons ouïr votre conseil avant d'envoyer ambassade. » Ce « nous souhaitons » frappa désagréablement plusieurs membres de l'assistance. Était-ce donc monseigneur de Valois qui régnait? Philippe de Poitiers inclina le visage vers le comte d'Évreux. « Voilà donc, murmura-t-il, pourquoi l'on a commencé par me beurrer l'oreille avec la pairie. » Puis à voix haute, « Quel est sur ce projet l'avis de messire de Marigny ?» demanda-t-il. Ce faisant, il commettait sciemment une incorrection envers son frère aîné, car il appartenait au souverain et seulement à lui d'inviter ses conseillers à donner leur opinion. Personne ne se fût aventuré à pareil manquement dans un conseil du roi Philippe. Mais aujourd'hui chacun paraissait commandé, et puisque l'oncle du nouveau roi se donnait les gants de dominer le conseil, le frère pouvait bien prendre les mêmes libertés. Marigny avança un peu son buste massif. « Madame de Hongrie a sûrement de grandes qualités pour être reine, dit-il, puisque la pensée du roi s'est arrêtée sur elle. Mais à part qu'elle est la nièce de monseigneur de Valois, ce qui bien sûr suffit à nous la faire aimer, je ne vois pas trop ce que son alliance apporterait au royaume. Son père, Charles Martel, est mort voici longtemps, n'étant roi de Hongrie que de nom. Son frère, Charles-Robert, à la différence de Charles de Valois, il prononçait les noms à la française. Son frère, Charles-Robert, est enfin parvenu l'autre année, après 15 ans de brigue et d'expédition, à coiffer cette couronne magyare qui ne lui tient pas trop fort à la tête. Tous les fiefs et principautés de la maison d'Anjou sont déjà distribués parmi cette famille, si nombreuse qu'elle s'étend sur le monde comme l'huile sur la nappe. Et l'on croirait bientôt que la famille de France n'est qu'une branche de la lignée d'Anjou. On ne peut attendre d'un semblable mariage aucun agrandissement du domaine, comme le souhaitait toujours le roi Philippe, ni aucune aide de guerre, car tous ces princes lointains sont assez occupés à se maintenir dans leur possession. En d'autres mots, sire,
Je suis certain que votre père se fût opposé à une union dont la dot serait composée de plus de nuages que de terre. » Monseigneur de Valois était devenu rouge, et son genou s'agitait sous la table. Chacune des phrases de Marigny contenait une perfidie à son endroit. « Vous avez beau jeu, messire, s'écria-t-il, à porter parole pour qui est au tombeau. Je vous opposerai, moi, que la vertu d'une reine vaut mieux qu'une province. Les belles alliances de Bourgogne que vous aviez si bien ourdies n'ont pas tourné à tel avantage qu'il faille vous prendre encore pour juge en la matière. Honte et chagrin, voilà ce qu'il en est résulté. »« Oui, cela est ainsi, » déclara brusquement le hutin. « Sire, » répondit Marigny avec une nuance de lassitude et de mépris, « vous étiez bien jeune quand votre mariage fut décidé par votre père. Et monseigneur de Valois n'y paraissait point tellement hostile alors, ni non plus par la suite, puisque voici moins de 2 ans il a choisi de marier son propre fils à la propre sœur de votre épouse, pour se rendre ainsi plus proche de vous. » Valois accusa le coup, et sa coupe rose se marqua davantage. Il avait cru en effet fort habile d'unir son fils aîné, Philippe, à la sœur cadette de Marguerite, celle qu'on appelait Jeanne la Petite, ou la Boiteuse, parce qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre. Marigny poursuivait. « La vertu des femmes est chose incertaine, sire, autant que leur beauté est chose passagère. Mais les provinces restent. Le royaume s'étant-ci a gagné plus d'accroissement par les mariages que par les guerres. Ainsi, monseigneur de Poitiers détient la comté franche. Ainsi, « Ce conseil, dit brusquement Valois, va-t-il se passer à écouter messire de Marigny chanter sa propre louange, ou bien à pousser avant les volontés du roi? Pour ce faire, monseigneur, répliqua Marigny aussi vivement, il conviendrait de ne pas placer le chariot devant l'attelage. On peut rêver pour le roi de toutes les princesses de la terre, et je comprends bien que l'impatience le gagne. Encore faut-il commencer par le démarier de l'épouse qu'il a. Monseigneur d'Artois ne paraît pas vous avoir apporté de Château-Gaillard les réponses que vous attendiez. L'annulation requiert donc qu'il y ait un pape, ce pape que vous nous promettez depuis 6 mois, Marigny, mais qui n'est pas encore sorti d'un conclave introuvable. Vos envoyés ont si bien brimé et défenestré les cardinaux à Carpentras que ceux-ci se sont enfuis, soutanes retroussées à travers la campagne. Vous n'avez pas la sujet d'afficher beaucoup votre gloire. Si vous aviez marqué plus de modération et un respect pour les ministres de Dieu qui vous est fort étranger, nous serions moins en peine. J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape qui ne fût que la créature des princes de Rome ou de ceux de Naples, pour ce que le roi Philippe voulait justement un pape qui fût serviable à la France. Les hommes épris de puissance sont avant tout poussés par la volonté d'agir sur l'univers, de faire les événements et d'avoir eu raison. Richesse, honneur, distinction ne sont à leurs yeux que des outils pour leur action. Marigny et Valois appartenaient à cette espèce-là. Ils s'étaient toujours affrontés, et seul Philippe le Bel avait su tenir à bout de bras ses 2 adversaires, se servant au mieux de l'intelligence politique du légiste et des qualités militaires du prince de sang. Mais Louis X était dépassé par le débat et totalement impuissant à l'arbitrer. Le comte d'Évreux intervint, tâchant à ramener les esprits au calme, et avança une suggestion qui put concilier les 2 partis. « Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples qu'il acceptât pour pape un cardinal français. »« Alors, certes, monseigneur, dit Marigny plus posément, un tel accord aurait un sens, mais je doute fort qu'on y parvienne. »« Nous ne risquons rien à essayer, envoyons une ambassade à Naples, si tel est le vœu du roi. »« Assurément, monseigneur. » « Bouville, votre conseil, » dit brusquement le hutin pour se donner l'air de prendre l'affaire en main. Le gros Bouville sursauta. Il avait été excellent chambellan, attentif à la dépense et majordome exact, mais son esprit ne volait pas très haut, et Philippe le Bel ne s'adressait guère à lui en conseil que pour lui commander de faire ouvrir les fenêtres. « Sire, dit-il, c'est une noble famille où vous iriez prendre épouse, et où l'on maintient fort les traditions de chevalerie, nous aurions honneur à servir une reine. » Il s'arrêta, interrompu par un regard de Marigny qui semblait dire « Tu me trahis, Bouville. » Entre Bouville et Marigny existaient de vieux et solides liens d'amitié. C'était chez le père de Bouville, Hugues II, grand chambellan d'alors, et qui devait être tué sous les yeux de Philippe le Bel à Mons-en-Pévèle, que Marigny avait commencé de servir en qualité d'écuyer. Et au long de son extraordinaire ascension, il s'était toujours montré fidèle au fils de son premier seigneur.
Les Bouville appartenaient à la très haute noblesse. La fonction de chambellan, sinon celle de grand chambellan, était chez eux depuis un siècle quasi héréditaire. Hugues III, qui avait succédé à son frère Jean, qui lui-même avait succédé à leur père, Hugues II, était par nature et par atavisme si dévoué serviteur de la couronne et si ébloui de la grandeur royale que lorsque le roi lui parlait, il ne savait qu'approuver. Que le hutin fût un sot et un brouillon ne faisait pas de différence, et dès l'instant qu'il était le roi, Bouvines s'apprêtait à reporter sur lui tout le zèle qu'il avait témoigné à Philippe le Bel. Cet empressement reçut immédiatement sa récompense, car Louis X décida que ce serait Bouville qu'on enverrait à Naples. Le choix surprit, mais ne suscita point d'opposition. Valois, s'imaginant qu'il réglerait tout secrètement par lettres, estimait qu'un homme médiocre mais docile était juste l'ambassadeur qui lui convenait. Tandis que Marigny pensait « Envoyez donc Bouville. Il a autant d'aptitude à négocier qu'en aura un enfant de 5 ans. Vous verrez bien les résultats. » Le bon serviteur, tout rougissant, se trouva ainsi chargé d'une haute mission qu'il n'attendait pas. « Rappelez-vous, Bouville, que nous sommes en besoin d'un pape, » dit le jeune roi. « Sire, je n'aurais que cette idée en tête. » Louis X prenait soudain de l'autorité. Il aurait voulu que son messager fût déjà en route. Il poursuivit « Au retour, vous passerez en Avignon et ferez en sorte de hâter ce conclave. Et puisque les cardinaux, paraît-il, sont gens qu'on doit acheter, vous vous ferez pourvoir d'or par messire de Marigny. »« Où prélèverai-je cet or, sire ?» demanda ce dernier. « Eh mais, sur le trésor, bien évidemment. »« Le trésor est vide, sire. C'est-à-dire qu'il y reste à peine suffisamment pour honorer les paiements d'ici la Saint-Nicolas et attendre de nouvelles rentrées, mais rien de plus. »« Comment, le trésor est vide, messire ?» s'écria Valois. « Et vous ne l'avez pas dit plus tôt ?»« Je voulais commencer par là, monseigneur, mais vous m'en avez empêché. Et pourquoi, à votre avis, sommes-nous dans cette pénurie ? Parce que les tailles d'impôts rentrent mal quand on les prend sur un peuple en disette. Parce que les barons, comme vous le savez le premier, monseigneur, rechignent à payer les aides. Parce que le prêt consenti par les compagnies lombardes a servi pour régler aux mêmes barons les soldes de la dernière expédition de Flandre, cette expédition que vous aviez si fort conseillée, et que vous avez voulu clore de votre chef, messire, avant que nos chevaliers aient pu y trouver gloire et nos finances profit. Si le royaume n'a pas tiré avantage des hâtifs traités que vous êtes allés conclure à Lille, j'imagine qu'il n'en fut pas de même pour vous, car votre habitude n'est point de vous oublier dans les marchés que vous passez. J'en ai subi l'apprentissage à mon détriment. » Ces derniers mots faisaient allusion à l'échange de leurs seigneuries respectives, de Gaillefontaine et de Champron, auquel ils avaient procédé 4 ans plus tôt à la demande de Valois d'ailleurs, et dans lequel celui-ci s'était jugé dupé. Leur grande brouille datait de là. « Il n'empêche, dit Louis X, que messire de Bouville doit être mis en chemin au plus tôt. » Marigny ne parut pas avoir entendu que le roi parlait. Il se leva, et l'on eut la certitude que quelque chose d'irréparable allait se produire. « Sire, j'aimerais que monseigneur de Valois éclairât ce qu'il vient de dire au sujet des conventions de Lille et de Marquette, ou bien qu'il retirât ses paroles. » Quelques secondes s'écoulèrent sans qu'il y eût aucun bruit dans la chambre du conseil. Puis, monseigneur de Valois à son tour se leva, faisant tressauter les queues d'hermine qui lui ornaient les épaules et la taille. « Je déclare devant vous, messire, ce que chacun prononce dans votre dos, à savoir que les Flamands vous ont acheté le retrait de nos bannières, et que vous avez ensaché pour vous des sommes qui eussent dû revenir au trésor. » Les mâchoires contractées, son visage grumeleux blanchi par la colère et les yeux regardant comme au-delà des murs, Marigny ressemblait à sa statue de la galerie Mercière. « Sire, dit-il, j'ai entendu aujourd'hui plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre en toute sa vie. Je ne tiens mes biens que des bontés du roi votre père, dont je fus en toute chose le serviteur et le second pendant 16 ans. Je viens d'être devant vous accusé de détournement et de commerce avec les ennemis du royaume, puisque nulle voix ici, et la vôtre avant toute, sire, ne s'élève pour me défendre contre pareille vilainie. Je vous demande de nommer commission, afin de faire vérifier mes comptes, desquels je suis responsable devant vous, et devant vous seul. » Les princes médiocres ne tolèrent qu'un entourage de flatteurs, qui leur dissimulent leur médiocrité. L'attitude de Marigny, son ton, sa présence même, rappelait trop évidemment au jeune roi qu'il était inférieur à son père.
S'emportant lui aussi, Louis X s'écria « Soit, cette commission sera nommée, messire, puisque c'est vous-même qui le demandez !» Par cette parole, il se séparait du seul homme capable de gouverner à sa place et de diriger son règne. La France allait payer pendant de longues années ce mouvement d'humeur. Marigny ramassa son sac à documents, le remplit et se dirigea vers la porte. Son geste irrita un peu plus le hutin qui lui lança « Et jusque-là, vous voudrez bien ne plus avoir affaire avec notre trésor ?»« Je m'en garderai bien, sire !» dit Marigny depuis le seuil. Et l'on entendit ses pas décroître dans l'antichambre. Valois triomphait, presque surpris de la rapidité de cette exécution. « Vous avez eu tort, mon frère, lui dit le comte d'Évreux. On ne force point un tel homme, et de telle sorte. »« J'ai eu grand raison, mon frère, répliqua Valois. Et bientôt vous m'en saurez gré. Ce Marigny est un mal sur le visage du royaume, qu'il fallait se hâter de faire crever. » Mon oncle, demanda Louis X, revenant impatiemment à son seul souci, quand mettrez-vous en chemin notre ambassade auprès de la cour de Naples? Aussitôt que Valois lui eut promis que Bouville partirait dans la semaine, il leva le conseil. Il était mécontent de tout et de tous, parce qu'en vérité, il était mécontent de lui-même.